Dans cette vidéo, nous allons étudier les méthodes de la prof d'histoire du film Les Héritiers pour comprendre comment elle parvient à engager des élèves en difficulté scolaire dans un concours national. Alors si c'est pas une pro de la motivation, je me demande qui l'est. J'ai passé des heures à étudier le film séquence par séquence pour répondre à différentes questions. Comment parvient-elle à maintenir la discipline en classe? Qu'est-ce qui la différencie de ses collègues? Comment crée-t-elle une dynamique de classe positive? C'est parti! On pourrait croire qu'une prof appréciée de ses élèves est forcément sympa. Et pourtant. Je peux savoir ce que vous faites de vous, Mélanie? J'ai pas fait valider ma carte de cantine, il va être 11h, je peux y aller? Non, fallait y penser avant. Pas si facile de dire non à cet élève, qu'en penses-tu? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne transige pas. La règle, c'est la règle et elle ne souffre pas d'exception. Cette scène peut paraître anodine, pourtant elle met bien en lumière ce qui est difficile pour un ou une prof. On pense être au clair sur les règles qu'on souhaite imposer, mais les élèves vont nous tester. Ils créent des situations dans lesquelles il devient presque désagréable pour nous d'appliquer les règles que nous avons nous-mêmes édictées. Ici, l'élève essaie de culpabiliser la prof en la mettant dans une situation dans laquelle elle doit l'autoriser à sortir de la classe ou la priver de déjeuner. Ok, je mange comment moi? Mais cette prof reste bien droite dans ses bottes, mettant l'élève face à ses responsabilités. C'est pas mon problème, les autres font comment? Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Parce que les élèves qui aiment tester les adultes ont bien compris cela. Ce n'est pas toujours facile d'assumer les conséquences des règles qu'on a fixées. C'est en s'engageant dans cette brèche qu'on peut les tester et repousser les limites. C'est souvent de cette manière que les élèves challengent leurs profs, en les mettant face à des conséquences qu'ils et elles ne souhaitent pas assumer. Pourtant, des règles claires et surtout crédibles ne peuvent pas changer en fonction des situations individuelles. Elles doivent être respectées par toutes et tous et en toutes circonstances. Si on commence à entrer dans ce jeu de négociation, on perd rapidement du terrain. La psychologue Shefali Tsabary, dont les livres traitent de parentalité consciente, aborde le fait que les enfants nous permettent de mieux nous connaître en nous dévoilant nos propres limites. Elle transforme l'expérience de la parentalité en expérience de connaissance de soi et en une forme de développement personnel. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les profs doivent se comporter comme des parents envers les élèves, ce serait absurde. Mais dans la mesure où les adultes sont ceux qui fixent des limites aux enfants, je pense qu'on peut étendre ce que dit la doctoresse Tsabary aux situations scolaires. Les enfants en général mettent les adultes en général face à leurs propres contradictions. Après tout, on dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est une façon de nous mettre face à nos vérités, face à nos contradictions. Il me semble qu'on peut donc tout à fait accepter ces situations comme des occasions d'en découvrir davantage sur soi-même. Ainsi, les enfants, les élèves testent les limites de leurs professeurs. Pour les professeurs, c'est l'occasion de vérifier qu'ils et elles sont bien au clair sur les règles édictées. Et évidemment, plus on est au clair à l'avance, moins on court le risque d'être mis au défi dans sa classe. Pour se préparer à ce genre de situation, le mieux est donc de réfléchir à ces situations limites qui pourraient survenir et à la manière dont nous serions amenés à les trancher. Dans cet exemple, pour cette prof, il est clair qu'aller faire valider une carte de cantine n'est pas une raison suffisante pour sortir de la classe. C'est aux élèves de s'organiser. Elle est prête à assumer les conséquences de ce cadre. L'élève ne pourra pas aller à la cantine. L'interdiction est maintenue. Cela te paraît peut-être simple et évident, mais mets-toi dans ses baskets, enfin dans ses chaussures. Aurais-tu eu la même réaction? Prenons un autre exemple pour essayer de clarifier la complexité de ce type de réflexion. Aller aux toilettes. Cela te paraît peut-être futile et pourtant, il est nécessaire de réfléchir à ces questions triviales avant qu'elles ne se posent pour éviter d'être mis en difficulté. Quand est-il permis d'aller aux toilettes? Chacun et chacune peut y répondre différemment pour sa classe. Il est surtout important d'être clair sur ses limites. Si on se dit que les élèves ont tout le temps le droit d'y aller, que se passe-t-il si 3 élèves veulent y aller en même temps? En poussant un peu, on s'aperçoit qu'il y a, peut-être, quand même des limites. Et c'est intéressant pour un prof de bien réfléchir aux conséquences que peuvent avoir ces règles et sur ce qu'il ou elle est prêt à assumer ou non. Si on va au bout de la réflexion, on s'aperçoit qu'il y a donc bien des limites. Et les poser clairement va aider le ou la prof à rester droit dans ses bottes et à assumer ses décisions. Ça va lui donner l'assurance dont il ou elle a besoin pour asseoir son autorité. Un autre exemple avec la moquerie. Madame, vous savez que quand on ouvre une canne de coca, on entend « Chut !» Ah non, ça, stop, je laisse pas passer ça. C'est une blague, c'est bon. Là non plus, elle ne laisse pas passer. Là encore, le parallèle avec l'éducation par les parents est frappant. Elle énonce la règle, mais aussi sa raison d'être. Un principe d'éducation fondamentale. Ça vous plairait, vous, qu'à la fin de cette blague, au lieu d'entendre juif, on entende jaune, bouddhiste, arabe, noir? Non, mais il y a des lignes, il n'y a pas franchi, excusez-moi. Pour bien la faire comprendre à l'élève, elle fait appel à son empathie. Elle lui rappelle qu'il pourrait lui aussi faire l'objet de blagues et qu'il les trouverait sans doute moins drôles dans ce cas. Bref, elle explique qu'il ne s'agit pas d'une règle arbitraire, mais que celle-ci a un sens. Cette règle vise à protéger les plus faibles et à rendre possible la vie en communauté. En la faisant respecter, elle crée un espace protégé au sein de sa classe, dans lequel les moqueries ne sont pas tolérées. C'est la base d'un climat de confiance pour des échanges sincères et respectueux de part et d'autre.
Or, l'apprentissage ne peut avoir lieu que dans un climat de confiance. Le stress nous vide de notre énergie et nous empêche de nous concentrer sur d'autres choses. Nous ne sommes pas réceptifs dans cet état. Il est donc essentiel que les élèves se sentent en sécurité en classe afin de pouvoir se concentrer sur les concepts à assimiler. Cela n'est possible qu'avec un cadre clair et tenu. Or, c'est bien le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante que de maintenir ce cadre protecteur en faisant respecter les règles de vie en commun à toutes et à tous. Au-delà de l'aspect rassurant offert par la protection contre les moqueries, il faut également noter qu'en réagissant à ce que disent les élèves, elle les prend au sérieux, ce qui est aussi une forme de respect. Elle ne considère pas cette blague comme une forme de bavardage anodin, qu'elle pourrait faire semblant de ne pas avoir entendu. Ce que disent ses élèves compte pour elle. Bref, Madame Guéguen est une prof atypique qui se différencie de ses collègues. Mais comment ? Il est intéressant de comparer cette scène avec celle dans laquelle la remplaçante arrive dans la classe. Vous êtes qui? Bonjour, C'est quoi ça là? je suis Madame Lemoucheux. Elle est où Madame Guéguen? Madame, elle est où Madame Guéguen? Madame Guéguen a eu un deuil dans sa famille. Madame, pourquoi vous n'avez pas d'alliance alors que vous vous dites madame? Je suis pas mariée. Mytho, tu vas bien le mentir à madame, hein? Petite cachotière. Bon, c'est pas drôle, hein, vous savez. Hein. C'est triste. On a compris, hein. Bon, écoutez, vous savez, si vous voulez perdre l'heure, c'est pas grave. J'ai Hein. qu'à dire sous le bureau. Moi, tu m'apportes ton carnet de liaison. Sur les chaises. Moi, tu m'apportes ton carnet de liaison. C'est une scène cruelle, car on voit bien que la prof est désemparée, désarmée face à un groupe déchaîné. Mais que s'est-il passé ? Elle a laissé passer une première moquerie et la situation escalade à partir de cet incident. La prof est victime d'humiliation de la part du groupe d'adolescents déchaînés. Elle ne maîtrise plus la situation. Je pense que nous sommes toutes et tous conscients de l'existence de tels cas, de figures et de leurs difficultés. Lorsqu'on y est confronté, on doit réagir vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Et en plus, on sait rarement où les choses ont vraiment commencé à aller de travers. C'est une situation très difficile à vivre. Et parce qu'on ne comprend pas très bien comment on en arrive là, on vit sous la menace permanente qu'elles ne se produisent ou ne se reproduisent, ce qui n'arrange rien. D'autant que l'arsenal de sanctions à disposition des profs est bien maigre. Comme le dit Pierre Merle dans son ouvrage L'élève humilié, quelque part, nous avons affaire à un monarque nu. Et c'est ainsi qu'il explique le recours à l'humiliation comme forme de sanction. Tu te demandes de quoi je parle ? Voici un exemple extrait du même film. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Vous ne l'aurez pas, ce bac. Finalement, on a affaire à une vengeance de la prof, qui a vu la situation lui échapper, escalader, qui sait bien que ces menaces n'auront pas d'effet, et qui se venge en les humiliant. Tu penses que c'est une exception ? En réalité, ces situations sont monnaie courante dans la vie quotidienne des élèves. On retrouve exactement le même type de scène dans Entre les murs avec François Bégodeau. Toi, tout à l'heure, tu savais pas ce que voulait dire trompeur. Alors, je pense que tu n'es pas non plus très avisé pour nous parler de tout ça. Attendez, je pense que je vais me tromper. Hein. Ben oui, je crois aussi, oui. Je fusse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fusser. On peut l'appeler Wolfgang, éventuellement, s'il était d'origine anglaise, oui. Et tu vois, ici, on a même affaire à un professeur qui se met lui-même en scène. Il ne semble donc absolument pas conscient de ce que ses remarques peuvent avoir d'humiliant. Dans son livre, Pierre Merle cite Max Weber. Comme l'indique Max Weber, l'activité réelle se déroule très fréquemment dans une obscure semi-conscience ou dans la non-conscience de l'objectif poursuivi. Des motifs non avoués, refoulés, peuvent en effet dissimuler à la personne elle-même les buts qu'elle poursuit réellement. En raison de l'existence de motifs refoulés, l'intention humiliante de l'action professorale est cachée à son auteur. Le projet sociologique est alors de déterminer par l'interprétation les motifs de l'action. Il reconnaît donc que les professeurs peuvent adopter ce type de comportement sans vraiment se rendre compte qu'ils cherchent à humilier leurs élèves. Il est donc d'autant plus important de se poser sincèrement la question et de scruter son propre comportement pour voir si on y succombe. Ce n'est pas seulement pour se remettre en question, mais aussi parce qu'en s'engageant sur cette pente glissante, on se met soi-même en danger. Comme le souligne Pierre Merle dans son ouvrage L'élève humilié, il est particulièrement risqué pour le prof d'utiliser l'humiliation comme forme de sanction. Deux types de réactions peuvent amener la situation à dégénérer. D'une part, le ou la prof court le risque de se retrouver face à une forte tête qui va lui répondre avec à-propos et remettre ainsi en cause son autorité. Pierre Merle cite le cas d'un élève se faisant traiter d'ectoplasme, neutralisant l'insulte en demandant des explications parce qu'il ignore la signification de ce mot, puis, lorsque le prof l'interroge, il rétorque qu'il ne peut répondre, étant un ectoplasme, et provoquant ainsi des éclats de rire chez ses camarades. C'est donc une ligne risquée, même pour le prof. Et d'autre part, elle peut provoquer des rancœurs et des retours de bâton. Mais finalement, ne serait-ce pas ces humiliations qui provoqueraient des comportements agressifs chez certains élèves ?
Évidemment, dans le film, c'est d'autant plus pénible que ce n'est pas la prof à l'origine de ces comportements qui se fait attaquer. Pourtant, cette scène semble bien réaliste et pose d'ailleurs la question. Les profs qui adoptent l'humiliation comme type de sanction ne font pas seulement peser une épée de Damoclès sur leur propre personne, mais sur l'ensemble de la profession. Il est possible que les enfants humiliés généralisent et nourrissent alors une haine du corps enseignant dans son ensemble. Tout le monde en paie alors les pots cassés. Alors pourquoi les profs utilisent-ils l'humiliation comme sanction? La conclusion de Pierre Merle, c'est que d'une part, les humiliations subies par les élèves sont le produit de l'idéologie scolaire du classement qui autorise la mise en exergue de l'élève jugé faible et incapable. D'autre part, les jugements professoraux ne font que reproduire dans l'ordre scolaire les hiérarchies sociales propres à l'organisation sociale globale. Alors quoi? Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas dire aux élèves que leurs performances laissent à désirer? Que nenni! Ne pas humilier ses élèves, cela ne veut pas dire qu'on ne s'autorise pas à les morigéner. Et Madame Guéguen n'hésite pas à le faire. Y a rien dans vos copies. Ça vous fait rire, Olivier? Pendant que vous vous amusez, les autres avancent. Alors en quoi est-ce différent des commentaires de la prof de français? En particulier parce qu'elle dit ça. Il y a un monde de l'autre côté du périph' et vous y avez votre place. Au lieu d'humilier, elle met les élèves face à leurs responsabilités. Encore une fois, elle les prend au sérieux. Elle ne leur dit pas qu'ils n'y arriveront pas. Elle leur dit « Il n'y a rien dans vos copies. Ce n'est pas une injure, une attaque personnelle ou une menace comme « De toute façon, vous n'y arriverez pas, vous ne l'aurez pas ce bac. » C'est un constat. Elle s'efforce d'instaurer un vrai échange avec eux, qui témoigne du fait qu'elle les prend au sérieux. Elle les regarde comme des personnes et les interpelle sur le fait qu'elle en est une aussi, qu'ils doivent également respecter. Là encore, elle insiste sur la réciprocité de cette relation de personne à personne. Mais je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Elle pose des questions pour essayer de comprendre leur comportement, tout en expliquant quelles pourraient être les conséquences futures de leurs actes. En faisant cela, elle ne part pas du principe que ce sont des idiots, mais cherche à comprendre leurs raisons. Pour autant, elle ne les excuse pas et les met face aux conséquences possibles. Alors d'un côté, on a ce type de reproche. Toi, Malik? Alors, Malik, je commence à en avoir assez. C'est pas la première fois. Tu es parti sur le même chemin que Mélanie? C'est ce que tu veux? Mais madame, Toi j'ai aussi, rien fait, tu ne veux pas ton bac? Mais madame, demandez à Rudy, Mais moi non, j'ai rien non, fait, non, moi. Malik, c'est pas la première fois. Arrête! À chaque fois, c'est pareil. J'ai rien fait. Et de l'autre, cette attitude dans laquelle elle prend au sérieux son interlocuteur et pose de vraies questions. Ce qui m'ennuie, c'est que si le second trimestre est comme le premier, vous n'aurez plus de choix. Vous comprenez, Malik? C'est quoi votre objectif? Cette option cinéma que vous vouliez faire, c'est ça qui vous intéresse? Le cinéma? Je sais pas, peut-être. Elle s'intéresse à lui et à ses objectifs. Elle sait qu'il veut faire du cinéma. Je voudrais également parler de cette scène en particulier. Et d'après certains experts, Mahomet. Oh, madame. Vous racontez quoi, là, madame? Mais qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Quand les élèves réagissent et commencent à refuser d'écouter, elle leur demande d'expliquer ce qui les choque. Je trouve le parallèle avec cette autre scène très intéressant. Fus. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? Je lui dirais, il fallu que je sois fus. Qu'est-ce Non, qu'elle va c'est pas il comprendre? fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de. Il fallait gueuler. que je sois Il fus fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais ça se proposition. dit pas dans la vie, je sais pas. Là, on voit un prof qui réagit différemment devant la critique des élèves. Il n'essaie pas de comprendre pourquoi il pense que cela ne sert à rien et s'engage dans une discussion au cours de laquelle il prétendra qu'il s'agit d'un temps courant qu'il a employé la veille avec ses amis avant de concéder que seuls quelques snobs l'utilisent encore. Il ne prend pas ses élèves au sérieux en leur intimant l'ordre d'apprendre d'abord, alors que ce qu'ils font, c'est contester l'utilité même de l'apprentissage. Madame Guéguen, elle, s'appuie sur leurs réactions pour les amener à réfléchir. Elle leur montre que leurs réactions même montrent que l'image fonctionne encore aujourd'hui, démontrant ainsi sa force et son intérêt. C'est cela que j'appelle les prendre au sérieux. Elle ne leur interdit pas de s'indigner, au contraire, elle explique cette indignation par l'efficacité de l'image, ce qui justifie donc de l'utiliser finalement. Elle a également une démarche de questionnement beaucoup plus efficace. Rappelle-toi ce passage. Oui, Damien. Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. François Bégodeau met les élèves en position d'énoncer ce qu'ils ne comprennent pas pour leur demander ensuite de faire un effort pour comprendre. On leur demande d'avouer leurs faiblesses pour ensuite s'étonner de leur existence. Cela me fait penser à l'ouvrage de Jacques Rancière, Le Maître ignorant, dans lequel il explique
que le petit expliqué met son intelligence au service d'un travail de deuil, comprendre qu'il ne comprend pas si on ne lui explique pas. C'est cela qui rend la situation si paradoxale. On crée une situation dans laquelle les élèves acceptent de ne pas comprendre certains mots et attendent une explication du professeur, et celui-ci s'étonne ensuite de devoir la donner. Jacques Rancière cite d'ailleurs Bachelard, qui s'étonnait de ce que les profs, si friands d'explications, ne semblent pas comprendre qu'on ne comprenne pas. L'attitude de Madame Guéguen est fondamentalement différente quand elle cherche à les mettre sur la voie. Elle est où cette image? Et elle s'adresse à qui? Aux chrétiens. Et à cette époque, les chrétiens, ils sont en lutte contre qui? Les Arabes, l'islam. L'islam, oui. Et alors ils vont le mettre où, l'ennemi? En enfer. En enfer. Voilà pourquoi Mahomet se retrouve là. On voit bien dans ce passage que ces élèves non plus ne sont pas silencieux et sages. Certains sont dissipés, tandis que d'autres prennent spontanément la parole, voire se lèvent. Elle n'a pas non plus affaire à une classe facile. Et pourtant, en réagissant à ce qu'ils disent et en leur posant de vraies questions, elle parvient à les mener là où elle voulait. Alors pourquoi les élèves participent-ils dans sa classe? Comment est-ce qu'elle est parvenue à créer une dynamique de classe positive? Bref, quels sont ses secrets? Mais avant de passer à la suite, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo qui parlera du film Le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. D'abord, il faut souligner qu'elle leur laisse le choix, celui de participer au concours ou pas. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous dites ça? La raison, Mais parce que vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'on n'a pas le niveau par rapport aux autres. Pourquoi vous voulez que nous on le fasse? Et voilà, vous vous plaignez encore une fois parce que vous dites que tout le monde vous monte du doigt. Hein, vous voulez absolument passer pour des canards boiteux. Vous n'avez aucune confiance en vous. Évidemment, si je propose ça à la seconde euro, ils vont sauter dessus. Dans son livre Mindset, Carol Dweck cite l'exemple de Marva Collins, une enseignante américaine qui avait ouvert une école de pédagogie alternative dans laquelle elle accueillait des enfants en difficulté. Et quand je dis en difficulté, je ne plaisante pas. L'un d'eux poignardait ses petits camarades avec des crayons. Elle raconte une scène dans laquelle Marva Collins propose à un enfant d'appeler sa mère pour lui dire de venir le chercher. Il peut le faire, mais il devra également se justifier auprès de sa mère et lui dire qu'il ne souhaite pas travailler. Il est face à un choix. On lui demande de prendre ses responsabilités, soit reconnaître auprès de sa mère qu'il ne souhaite pas travailler, soit s'y mettre. Cela ressemble finalement à ce que fait Madame Guéguen. Bref, elle leur dit « Je vous donne une chance, c'est à vous de la saisir. Souhaitez-vous apprendre ?» Parce qu'à la fin des fins, la décision doit venir de l'apprenant. Le travail du professeur consiste à faire en sorte que l'apprenant prenne de lui-même la bonne décision. Dans la biographie de Marva Collins, on voit le temps qu'elle passe à chercher à convaincre ses élèves de l'utilité du savoir. C'est vraiment un aspect central de l'enseignement, puisque l'effort d'apprentissage doit venir de l'élève. On ne peut pas télécharger des connaissances dans un cerveau. Ainsi, Madame Guéguen parvient à créer une dynamique de classe positive, dans laquelle ses élèves finissent par prendre suffisamment confiance en eux pour faire des propositions. C'est une très belle idée, les filles, de repartir de ce visio. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est bien. Bien. Elle ne donne pas des compliments gratuits, rappelez-vous. Il n'y a rien dans vos copies. Elle dit ce qu'elle pense. Si c'est nul, que c'est nul. Mais elle reconnaît le travail accompli et les efforts. Car il ne s'agit pas de chanter des louanges à tout bout de champ. Je sais d'expérience que les louanges non méritées par des efforts démotivent. C'est en effet ce qui m'est arrivé le jour où mon prof de guitare m'a complimenté sur l'interprétation d'un morceau que je n'avais absolument pas travaillé. Je ne m'en suis jamais remise et j'ai même fini par abandonner la guitare. Les compliments sont donc à faire à bon escient. Il ne s'agit pas de louer un travail qui n'a pas réclamé d'efforts. Et malheureusement, parfois, on fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est décourageant. C'est pourquoi il faut, selon Steve Masson, lier effort et stratégie dans les compliments. C'est en faisant des efforts et en employant les bonnes stratégies qu'on y arrive. Mais bon, il me semble qu'en général, nous, les profs, nous ne faisons pas trop de compliments. On a quand même de la marge avant d'en arriver là. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans les leçons qu'on peut tirer en observant des profs dans les films, tu peux aller regarder ma vidéo sur François Bégodeau. Est-il un bon prof ?